Imagine ceci, un nouveau-né, à peine quelques minutes de vie, arraché au bras de sa mère et porté devant un cercle d'anciens. On le dénude, on le retourne, on inspecte chaque membre, la courbure de la colonne, la vigueur du cri. On cherche la faille, le moindre signe de faiblesse, et si l'on en trouve, l'enfant est emporté vers une falaise et abandonné au froid. Ce n'est pas un mythe de conteur, c'était une politique, c'était Sparte. On retient de Sparte des silhouettes d'hoplites casqués, des capes écarlates battant au vent, la légende des 300 aux Thermopyles, l'ascèse, la discipline, une dureté proverbiale. Mais on oublie trop vite d'où venaient ces guerriers et quel prix fut payé pour les fabriquer. La machine spartiate ne commence pas au camp d'entraînement ni sur une plaine de bataille. Elle commence dans les chambres où l'État décide qui dort avec qui. Elle se prolonge à la naissance où des comités tranchent qui méritent de vivre. Elle s'endurcit à 7 ans, quand l'enfant est arraché à sa famille pour entrer dans une discipline qui broie tout ce qui n'est pas utile à la cité. Les Spartiates ne se contentaient pas d'élever des soldats. Ils les concevaient, les sélectionnaient, les conditionnaient. Leur plan, d'une cohérence glaciale, rend fade la plupart des dystopies. Tu as 20 ans, tu es Spartiate, et tu n'as rien choisi de ta vie. Ni ton éducation, ni tes amis, ni ton lieu d'habitation, encore moins la personne que tu épouseras. Cette décision a été arrêtée ailleurs, dans une pièce où tu n'entreras jamais, par des magistrats dont tu ignores parfois le nom. On t'a observé depuis l'enfance. On a noté ta lignée comme on note un pédigré. Le père, le grand-père, les oncles, leurs actes en bataille. Ton caractère, tes préférences, ta douceur ou tes colères importent peu. Ce qui compte, c'est le profil. Il n'aurait moi pas dit génétique, mais l'idée y est qui promet des enfants robustes. Les jeunes femmes sont évaluées avec le même regard utilitaire. Hanches larges, donc accouchement réputé aisé, allure athlétique, symétrie des traits perçus comme signe de santé. Ce ne sont pas des goûts esthétiques, c'est une grille d'éleveur. Optimiser force, endurance, fécondité, écarter tout facteur jugé faible. Quand le choix est fait, il n'y a ni cours, ni promesse, ni découverte réciproque. On t'informe que tu te maries. La cérémonie, elle aussi, inverse les codes. Enlèvement simulé de la mariée, crâne rasé, vêtements d'homme, obscurité. Le mari s'éclipse ensuite pour regagner sa caserne avant l'aube. Pourquoi ces bizarreries? Pour empêcher l'attachement. L'État spartiate a compris que l'amour concurrence la loyauté. Un homme amoureux hésite à mourir pour la patrie. Un homme qui voit sa femme en cachette, sans intimité véritable, marche à la mort sans se retourner. Et l'ingénierie sociale va plus loin. Supposons que tu aies prouvé ta valeur au combat, que l'État t'estime, mais que ta femme, choisie pour toi, n'est pas conçue, ou est enfantée des petits jugés faibles. Ailleurs, l'adultère est un crime, le mariage, un serment sacré. À Sparte, la règle change. On t'organise une union temporaire, ouverte, parfois encouragée, avec une autre femme réputée plus apte, mariée à un homme âgé ou moins distingué. L'objectif n'est ni le désir ni la passion. C'est un protocole d'élevage. Le mari prête son épouse, consentant, parce qu'un enfant fort honore sa maison et renforce la cité, quelle que soit la paternité biologique. Ce système renverse la famille. La filiation se trouble, la fidélité perd son sens, et l'enfant appartient d'abord à l'État. L'intime est nationalisé. Dans ce dispositif, les femmes occupent une place paradoxale. On les cite parfois comme des pionnières d'une forme de liberté. Elles sont instruites, possèdent des terres, s'exercent physiquement quand les Athéniennes vivent recluses. Mais il faut nommer les choses. Cette liberté a une finalité. Elles s'entraînent pour accoucher de soldats. Elles apprennent à lire et à gérer les domaines parce que les hommes sont au camp et à la guerre et qu'il faut maintenir la logistique domestique. On les nourrit bien, on les pousse à l'exercice parce qu'une mère solide fait des enfants solides. C'est efficace, c'est logique et c'est déshumanisant. On leur répète dès l'enfance que leur valeur se mesure au courage de leur fils. Reviens avec ton bouclier ou sur ton bouclier. La maxime n'est pas une fanfaronnade masculine, c'est une consigne maternelle. Des récits rapportent même une mère tuant le fils qui a fui. Vrai ou propagande? Peu importe. Ce qui compte, c'est que l'histoire était dite avec approbation. C'est l'idéal.
L'instinct maternel remplacé par la patrie. 9 mois passent. La douleur de l'accouchement est à peine retombée que l'épreuve commence. L'enfant est emporté, non pas vers un berceau, mais vers la Gérousie, le conseil des anciens. Des hommes endurcis par les campagnes, au regard froid d'habitude, évaluent la droiture des jambes, la rectitude du dos, l'énergie du cri. Le moindre défaut, la suspicion d'une faiblesse future, et la sentence tombe. L'apothète, le dépôt au flanc du Tayghet. Pas de lame, pas de geste rapide. L'exposition, l'abandon. Dans la logique spartiate, ce n'est pas un meurtre, c'est un tri, une économie de guerre. Une élite guerrière minuscule, entourée d'ennemis et surtout d'ilotes, populations asservies qui cultivent la terre et haïssent leurs maîtres, ne peut porter des charges. Notons, par souci de méthode, que l'archéologie et les sources divergent. Des ossements ont été trouvés au pied de falaises près de Sparte, mais certains historiens pensent que la pratique fut exagérée par les ennemis de la cité ou qu'elle ne touchait que des cas extrêmes. Quelle qu'ait été son ampleur, l'idéologie est claire. Il faut mériter de vivre, et l'examen à la naissance n'est qu'un début. Jusqu'à 7 ans, l'enfant reste chez ses parents, mais ne nous y trompons pas. La tendresse n'est pas au programme. Les mères apprennent à retenir l'élan, à considérer leur fils comme un prêt de l'État. Les pères, eux, mangent et dorment déjà à la caserne. À 7 ans, l'État vient reprendre son dû, l'agoget. Le mot signifie éducation, comme on dirait d'un broyeur qu'il transforme. Le nouveau dort sur des joncs coupés de sa main, porte une tunique en toute saison et a faim, volontairement faim. Ce n'est pas une erreur de rationnement, c'est une pédagogie. Pour compléter, il doit voler, s'introduire la nuit, dérober sans bruit, apprendre la ruse et l'observation. S'il est pris, la bastonnade est terrible, non parce qu'il a volé, mais parce qu'il a échoué. Le crime n'est pas l'acte, c'est l'incompétence. On enseigne que la morale se résume au résultat. Réussir est vertu, échouer est faute. Le fameux récit du renardeau caché sous le manteau, qui ronge le ventre du garçon sans qu'il avoue, illustre cette logique. L'idéal spartiate, c'est souffrir sans plier. La douleur n'est pas un signal de retraite, c'est une matière à modeler. La langue elle-même devient arme. Laconique, ce mot qui dit l'épure du discours, vient de laconie. Les maîtres pilonnent de questions piégées, où il n'existe pas de bonne réponse, seulement des indices de faiblesse. Une hésitation, une phrase de trop, et la sanction fusait, parfois sous la forme d'une morsure au pouce, geste vif qui apprend à peser chaque syllabe. Dans cette serre chaude, l'aîné, les reines, règnent en petits tyrans. Humiliation publique, coups arbitraires, règles changeantes. Ce n'est pas du harcèlement accidentel, c'est une structure. Apprendre à penser sous pression, à déceler la faille chez l'autre, à ne jamais exposer la sienne. L'amitié se déforme, la confiance se tarit, l'empathie s'étiole. On produit des hommes socialement vifs et émotionnellement atrophiés. Chaque année, un rite scelle ce conditionnement. L'autel d'Artémis Orthia, la déesse droite et sauvage. Du fromage posé comme un appât, une haie de fouet entre toi et l'offrande, et l'honneur n'est pas de saisir la part, mais d'encaisser sans broncher. Plutarque raconte des morts sous le nerf, le sourire aux lèvres, hyperbole peut-être, fonction réelle sûrement, retourner la douleur en fierté. À l'adolescence, le dispositif final choisit les plus prometteurs pour la crypteia, cette police secrète dont le nom seul met mal à l'aise. Pas de phalanges ni de gloire, mais des pas nocturnes dans les champs. Pas d'ennemis armés, mais des ilotes ciblés. Les forts, les éloquents, ceux qui pourraient rallier. Couper les têtes qui dépassent. Tuer non par colère ni défense, mais par calcul. Et pour couvrir cela, une fiction juridique. Chaque année, à la prise de fonction, les efforts déclarent la guerre aux ilotes. Dès lors, tuer un ilote n'est plus un homicide, c'est un acte de guerre. L'atrocité devient formulaire. Si tu reviens de tout cela, à 30 ans, tu peux enfin partager la maison de ta femme. Ne confonds pas. Ce foyer n'est pas un havre, c'est une usine à citoyens guerriers. Tandis que tu traversais l'agogée, elle subissait son propre entraînement. Lecture, gestion, course, lutte, javelot. Vu d'ailleurs, on dirait une avancée. Vu d'ici, c'est une optimisation. Une mère robuste pour des enfants robustes.
On lui a enseigné à dompter l'élan maternel, à préférer la victoire de la cité à l'existence de son fils. Réunis, vous formez non un couple, mais un contrat militaire. L'enlèvement rituel, la tête rasée, l'obscurité, tout concourt à limiter le lien, à maintenir le désir juste assez aigu pour la conception, sans la tendresse qui fait hésiter au combat. Enceinte, elle porte un bien de l'État. Sa nourriture, ses exercices, son repos, tout converge vers l'enfant optimal. Et à la naissance, le verdict tombe, encore, toujours. Pendant 3 siècles, la mécanique fonctionne. Sparte domine, terrasse Athènes, lors de la guerre du Péloponnèse, impose sa loi. La fabrique produit des générations de hoplites redoutés. Mais la machine porte en elle ses fissures. La première s'appelle démographie. Chaque Spartiate est le produit d'un entonnoir de 30 années. Sélection des parents, tri à la naissance, conditionnement continu. Les pertes ne se remplacent pas aisément. Or, la guerre consume, même gagnée. Thermopyle, héroïsme gravé, signifie aussi la disparition définitive de 300 guerriers au sommet de leur valeur, 300 lignées interrompues. Le corps des homoioi, les égaux, citoyens de plein droit, décline, peut-être de plusieurs milliers à l'époque archaïque, à quelques centaines avant la chute. On se victorie soi-même à force de victoires extérieures. La deuxième faille est la rigidité. L'agogé forge des hoplites parfaits pour la phalange lourde. Dans ce cadre étroit, ils sont irrésistibles. Mais l'école ne forme pas des innovateurs. La créativité est suspecte, l'initiative hors doctrine, punie. Quand la guerre change, cavalerie accrue, troupes légères, sièges raffinés, manœuvres souples, Sparte demeure droite comme sa lance. La meilleure réponse à une question que plus personne ne pose. La troisième faille, ironique, vient du succès. L'or entre. Tribut, argent perse, richesse captée. Lycurgue, dit-on, avait banni les métaux précieux. Le sceau est brisé. Les terres, jadis plus égalitaires, se concentrent, naissent de très riches Spartiates, puis des citoyens déchus incapables de payer leur part au repas collectif. L'égalité de souffrance, ciment de la cohésion, se fissure. À quoi bon dormir sur des roseaux quand on peut se payer des étoffes? La discipline se relâche, l'édifice craque. Alors survient l'inimaginable, la défaite en rase campagne. En 371 avant notre ère, à Leuctre, Thèbes, longtemps méprisé, aligne Épaminondas face aux Spartiates, à leur roi, à la garde royale. Doctrine spartiate, front homogène, 8 à 12 rangs. Innovation thébaine, masse oblique, aile gauche, 50 rangs. Bélier humain lancé sur l'aile droite spartiate, la plus prestigieuse. Théorie classique, folie, exposition à l'enveloppement. Réalité, la compacité l'emporte, la phalange spartiate se brise. Le roi meurt, 400 Spartiates tombent. Pour une cité au corps civique réduit, c'est un cataclysme. Plus encore, c'est l'effondrement d'un mythe. Les Spartiates ne perdent pas au sol. Tout le sacrifice, toute l'inhumanité assumée pour justifier l'invincibilité, balayée en un après-midi. Sparte ne s'en relève pas. Les révoltes éclatent, les alliés s'échappent, les terres se perdent. En une génération, il ne reste qu'une ombre. À l'époque romaine, Sparte devient curiosité. Des voyageurs viennent voir la flagellation rituelle à l'autel d'Artémis Orthia, spectacle d'un passé devenu attraction. Car c'est bien ce qu'ils avaient tout construit, un système si spécialisé, si extrême, si parfaitement accordé à un objectif unique qu'il ne s'est pas muté. À force d'éliminer la faiblesse, l'infanticide supposé au pied des rochers, la faim méthodique, la surveillance constante, la séparation des familles, l'équation succès égale vertu, ils ont supprimé la souplesse qui permet aux sociétés de se réinventer, la créativité qui invente des issues, les liens affectifs qui donnent le goût d'un avenir au-delà de soi. Ils ont conçu le guerrier idéal et, ce faisant, une cité incapable d'être autre chose que guerrière. Quand l'époque change, quand l'astuce bat la force, quand la richesse et la complexité remplacent l'austérité, la machine s'enraye, puis se dévore. Que retenir? Peut-être ceci. La quête de la perfection est un piège. L'optimisation humaine, éliminer la faiblesse, trier les corps, planifier les unions,
paraît rationnelle, presque séduisante, surtout quand on célèbre puissance, santé, performance. Mais l'homme n'est pas une arme, ni un outil dévolu à une seule fonction. Nos contradictions, nos attachements, notre entêtement singulier, ce désordre qui nous fait parfois pleurer quand il faudrait tenir, créer quand il faudrait obéir, voilà précisément ce qui nous sauve quand tout bouge. Sparte a tenté de perfectionner l'humanité, elle l'a déshumanisée. Elle a bâti une société où des mères apprennent à ne pas aimer, où des voisins tuent la nuit à la dérobée, où le corps appartient à la cité de l'avant-naissance à la mort. Elle a conquis une suprématie militaire passagère, puis s'est éteinte, ne laissant que des ruines et un avertissement. On dira que le programme d'élevage spartiate fut l'une des premières tentatives d'ingénierie sociale par le contrôle reproductif. Le XXe siècle a repris ce raisonnement sous d'autres bannières, d'autres méthodes, avec des issues similaires, l'horreur et la chute, la découverte que vouloir améliorer l'homme comme du bétail exige de casser ce qui fait de nous des humains. Les Spartiates ont produit les soldats les plus redoutés de l'Antiquité. Ils l'ont payé de tout ce qui rend l'existence digne. Et, au bout du compte, même ces soldats n'ont pas suffi à les sauver. Derrière la légende des 300, derrière les capes rouges et les slogans cinématographiques, il y a une usine à tueurs, alimentée par le sacrifice de tout ce qui était humain et incapable, finalement, de survivre à son propre succès. Ils furent des soldats parfaits, et c'est la perfection qui les a tués.